à ce nouveau webinaire organisé par l'Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. L'Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, c'est une structure adossée aux hôpitaux de Dijon et de Besançon et dont la vocation, c'est de sensibiliser les professionnels et le grand public à l'éthique dans le domaine de la santé. Alors, en ce début d'année, on vous a proposé une série de webinaires consacrés aux limites de notre système de santé quant aux difficultés croissantes d'accès aux soins. Notre système de santé, bien sûr, il devrait garantir un accès aux services de santé pour tous avec une réponse adéquate aux besoins de santé, quel que soit le revenu ou le statut social. Or, de nombreux individus ne reçoivent pas les services requis par leur état de santé en temps opportun. Alors, pour faire suite aux 2 premiers webinaires qui ont déjà été réalisés, un sur la désertification médicale et l'autre sur les politiques de santé que vous retrouverez sur notre site internet, ils sont en ligne, www.eurebfc.fr. Nous vous proposons aujourd'hui un webinaire relatif au numérique en santé, appelé également la e-santé. Et donc, c'est un moyen pouvant répondre à la désertification médicale et faciliter l'accès aux soins. Alors, d'application extrêmement large, la e-santé englobe tous les champs d'application du numérique en santé. Elle implique une nouvelle manière d'appréhender la santé dans sa dimension personnelle, sociale et publique. Le déploiement de la e-santé porte 2 grandes promesses. D'une part, une plus grande autonomie du patient et d'autre part, une amélioration de l'organisation des soins. Et donc, nous essayerons de discuter de ces éléments durant ce webinaire. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir durant ce webinaire nos intervenants que sont donc Philippe Flammarion, qui est président de l'Association des représentants des usagers dans les cliniques, les associations et les hôpitaux en Bourgogne-Franche-Comté, la RUCA, et il est également vice-président de France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il aura le point de vue du patient. Le docteur Gérard Janin, qui est médecin, président de la plateforme territoriale d'appui de la coordination de Saône-et-Loire, chef du projet de télémédecine pour l'Agence régionale de santé en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis enfin, Madame Corinne Grenier, qui est professeure en sciences de gestion, coordinatrice scientifique du Centre d'expertise santé et innovation, directrice de la chaire territoire API, inclusif et capacitant au Kedge Business School. Alors, pour animer ce webinaire, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Elisabeth Maugan, qui est chargée de la mission documentation à l'espace de réflexion éthique et qui a pu écrire notamment une fiche doc éthique que vous retrouverez également sur notre site internet sur la e-santé. Alors, ce webinaire se veut interactif, donc vous avez la possibilité de poser toutes vos questions via l'onglet Q&R qui est présent en bas de votre écran et nous tenterons d'y répondre. Pour commencer ce webinaire, Marie-Elisabeth, je vais te laisser la parole. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette pause déjeuner pour échanger sur la e-santé. Alors, comme l'a expliqué ma collègue Cécile Cornet, à la documentation, j'ai pour mission notamment de rédiger régulièrement des documents assez courts que nous appelons des docs éthiques. Et la dernière a été sur la e-santé. Le but de ces documents est de vous proposer une thématique autant d'actualité que peu étudiée en éthique et de mettre en exergue, le temps d'une petite demi-heure de lecture, les points principaux de tension éthique pour inciter le grand public à s'y intéresser et également les étudiants et les chercheurs à voilà, s'intéresser à cette problématique. Alors très rapidement, cette fiche, évidemment, vous pourrez la retrouver sur notre site internet. Aujourd'hui, nous n'allons traiter que des 2 premières parties de cette fiche. La troisième, qui est consacrée aux enjeux éthiques des data, donc des données de santé, sera traitée dans un prochain webinaire, nous espérons, qui est en cours de montage. Alors, la e-santé, elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme l'utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de partage d'informations numérisées au bénéfice des pratiques tant médicales que médico-sociales. Les champs d'application du numérique en santé sont extrêmement larges. Nous en avons tous d'immenses exemples. L'usage de la science en médecine s'en voit modifié pour tout un tas de fonctionnements, de partage d'informations. C'est un outil puissant qui fait espérer l'amélioration des conditions de prise en charge de nos concitoyens. En France, la e-santé a très tôt été envisagée par les pouvoirs publics comme une solution conciliant 2 grands principes, à savoir une plus grande égalité d'accès aux soins pour tous,
mais également la rationalisation des dépenses de santé grâce à une meilleure coordination des professionnels d'un même secteur. Ces grandes espérances, en revanche, sont toujours à contrebalancer avec une réalité décalée et complexe. Donc nous allons aborder aujourd'hui les enjeux éthiques autour du patient et des professionnels de santé, mais également en partie, notamment avec Madame Grenier, de manière plus macro, notre système de santé dans un avenir prochain. Je vais tout de suite passer la parole donc à Monsieur Flammarion, qui, dans un premier temps, va nous parler un peu des enjeux éthiques qui sont rencontrés par les patients au contact du numérique en santé. Bonjour à toutes et tous. Donc, la première question à se poser, c'est de savoir de quoi nous parlons lorsque l'on parle du numérique en santé, bien entendu. Pardonnez-moi de commencer par une évidence, en disant que le numérique a envahi nos vies, et en particulier celui de notre santé. Ça n'est pas un phénomène récent, puisque déjà depuis 2010, la télésanté est introduite dans le code de la santé publique. Alors, le numérique en santé apparaît sous des formes très diverses et variées. On pense d'abord à la collecte et à la gestion de nos données de santé. On pense ensuite à la télésanté, avec ses deux aspects principaux que sont la télémédecine et le télésoin. Et je parlerai très brièvement de l'intelligence artificielle et de la robotique simplement pour les évoquer. La télémédecine d'abord. Le code de la santé définit ses différents aspects. La téléconsultation, je ne ferai pas l'injure de vous en donner la définition, vous imaginez bien ce dont il s'agit. La téléexpertise, eh bien, comme son nom l'indique, il s'agit d'une entraide entre praticiens, c'est-à-dire que un praticien demande un avis spécialisé à l'un de ses confrères. C'est le cas, par exemple, pour le télé-AVC ou la télédermatologie. La télésurveillance permet de surveiller un patient à distance avec le recueil de ses données, comme par exemple le rythme cardiaque ou la tension, avec des objets connectés ou non. La téléassistance, c'est lorsque un professionnel de santé vient donner ou assister l'un de ses confrères pour donner un soin. Le code de la santé inclut dans la télésanté la régulation médicale, mais je n'en parlerai pas. Il s'agit donc de la réponse médicale que l'on peut obtenir en faisant le 15 ou en s'adressant à la régulation libérale. Elle fera partie, bien entendu, des très prochains services d'accès aux soins qui doivent être mis en place au moins cette année. Le télésoin est beaucoup moins usité. Il s'agit d'un soin à distance qui met en rapport un patient avec un pharmacien ou un auxiliaire médical. Et déjà, 8 professions différentes sont concernées ou ont la possibilité de pratiquer des télésoins. Comme je vous l'ai dit, je ne vous parlerai pas de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, ni de la robotique qui envahit nos blocs opératoires, que ce soit par exemple en urologie ou en neurochirurgie, mais ces deux procédés sont des moyens importants d'augmenter la compétence de nos médecins. Diapo suivant. Alors, en ce qui concerne tout d'abord les données de santé, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle du numérique. Il est surprenant de connaître le nombre de dossiers dont chacun d'entre nous est l'objet. Nous avons un dossier dans chaque établissement de santé que nous fréquentons, voire même dans chaque service à l'intérieur du même établissement, voire même en fonction de notre pathologie. Je pense par exemple au dossier circulant en cancérologie, le DCC dans notre région Bourgogne-Franche-Comté. Chaque professionnel de santé que nous fréquentons ouvre également pour nous un dossier avec son logiciel métier. Nous avons tous un dossier pharmaceutique, même si la plupart du temps nous l'ignorons. Il existerait encore bien d'autres dossiers. Je citerai par exemple le dossier ITIX, qui est une particularité
bourguignonne-franc-comtoise est un dossier de coordination entre les différents professionnels de santé. Je voudrais cependant faire ici un tout petit focus sur mon espace santé. En effet, après 10 ans d'errance du DMP, voire 15 ans, mon espace santé semble nous apporter un nouvel outil qui soit fiable et qui présente un certain nombre d'avantages. Pour les professionnels, d'abord, il permet un accès rapide à une information fiable. Je pense en particulier, par exemple, à l'urgentiste lorsqu'il reçoit un patient. S'il a accès à mon espace santé, il n'a pas d'interrogatoire à faire et avec tous les aléas que cela peut comporter. Donc, il y a un gain de temps et par conséquent, une diminution du risque d'erreur pour lui. Pour le patient, mon espace santé, c'est l'assurance de disposer de toutes les informations qui le concernent et qu'il souhaite incorporer dans ce dossier. Cela le dispense de rassembler lui-même un nombre considérable de documents papier qui sont souvent difficiles à classer. Et l'avantage majeur, c'est aussi de permettre au patient de devenir un acteur de sa santé. Il est acteur de sa santé parce qu'il peut choisir les documents qu'il souhaite incorporer, il peut choisir les professionnels avec lesquels il veut les partager. Mon espace santé met également à sa disposition un bouquet d'applications qui ont été validées au préalable par l'assurance maladie. Et enfin, dernier outil mis à sa disposition, c'est une messagerie sécurisée. Alors, en ce qui concerne cet aspect du numérique en santé, quels sont les enjeux et les points de vigilance? Le premier, c'est l'information et le consentement du patient. Point de dossier sans information préalable et sans consentement du patient. Il faut bien dire qu'actuellement, cette notion est un petit peu battue en brèche par le fait que beaucoup de dossiers sont ouverts automatiquement, à charge pour le patient de faire savoir son opposition s'il ne souhaite pas le maintenir. Autrement dit, qui ne dit mot consent. Deuxième enjeu, c'est celui de la protection des données, que ce soit leur conservation et leur utilisation, qui peuvent être nombreuses et variées, que ce soit à des fins commerciales, hélas, ou à des fins de recherche. Et je pense en particulier ce qu'on appelle les entrepôts de données de santé, les EDS, qui à l'heure actuelle se multiplient. Une petite remarque en ce qui concerne mon espace santé, c'est pour souligner une certaine frilosité, pour ne pas dire mieux, des professionnels de santé pour alimenter ce dossier. Si les établissements de santé, dans leur grande majorité, ont fait cet effort d'alimenter ce dossier, ça n'est pas toujours le cas des professionnels libéraux, mais on assiste actuellement à une montée en charge. Voilà, diapo suivant. Venons-en précisément à la téléconsultation qui nous intéresse peut-être au plus haut point. Alors, il y a plusieurs formes de téléconsultation. On peut la faire depuis chez soi dans son fauteuil, ou on peut la faire à l'extérieur. Et nous voyons aujourd'hui proliférer un nombre considérable de bornes, de consoles et de cabines avec ou non des objets connectés, tensiomètre, oxymètre, otoscope, etc. Outils qui sont installés un peu partout, souvent dans les pharmacies, ça peut être dans les entreprises, dans des lieux publics, et bientôt, puisque la SNCF l'a annoncé, dans les gares. Par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, l'opérateur Medadom, pour médical à domicile, a installé 197 équipements, le plus souvent en pharmacie. Alors, quels sont les avantages? Alors, non, pardon, il y a encore d'autres modalités. La consultation peut se faire avec un médecin que l'on connaît, ça peut être son médecin traitant, un spécialiste que l'on connaît, hein. Mais elle peut se faire aussi avec un médecin inconnu,
salarié d'une plateforme de téléconsultation, par exemple. Mais quand on parle de consultation, on parle du médecin, bien entendu, mais aussi des sages-femmes, puisque les sages-femmes sont une profession médicale. Bon, les avantages pour le patient, ils sont évidents. Elles facilitent l'accès aux soins dans un contexte de raréfaction de l'offre, sur laquelle je ne reviendrai pas. C'est un gain de temps aussi. Il n'y a pas de prise de rendez-vous compliquée et ça peut éviter des déplacements. Et enfin, la téléconsultation peut être une réponse appropriée à l'urgence. Mais il y a un certain nombre d'enjeux et d'inconvénients ou de risques qu'il faut signaler. Ce sont d'abord les inégalités liées à la fracture numérique, étant précisé que cette fracture numérique n'est pas toujours celle que l'on pense. Il n'y a pas que les personnes âgées qui ont parfois des difficultés à maîtriser l'outil. Un inconvénient, c'est que la téléconsultation ne permet pas l'examen clinique et le colloque singulier entre le médecin et son patient. Effectivement, à distance, le médecin ne peut pas nous ausculter, ni nous tâter le pouls ou d'autres parties du corps. Il peut y avoir aussi des incertitudes quant à la compétence du médecin que l'on ne connaît pas. Lorsqu'on s'adresse à une plateforme et à un médecin salarié, on ne le connaît pas et on ne sait pas quelles sont ses compétences et lui-même ne nous connaît pas. Un sujet de dérive possible, c'est que la téléconsultation devienne une solution de facilité et présente un risque de consumérisme. L'exemple que l'on cite fréquemment, et encore on le voyait hier soir au journal télévisé, c'est celui des arrêts de travail. Il est très facile aujourd'hui, en une minute, d'obtenir sur une console de téléconsultation un arrêt de travail par un médecin de cette plateforme. C'est une modalité qui peut également favoriser le nomadisme médical ou encore qui peut avoir des difficultés à respecter les règles de la déontologie médicale, comme par exemple l'indépendance professionnelle, surtout lorsqu'il s'agit de médecins salariés, de compérage ou encore d'exercice commercial. Donc il y a un risque commercial et de financiarisation. Diapo suivante. Donc quelles sont les préconisations que l'on pourrait faire concernant la téléconsultation? Dire qu'elle doit rester une solution par défaut, qu'il faut préserver le consentement du patient. En effet, la téléconsultation ne peut être imposée par le médecin, elle peut être proposée et elle doit recueillir l'accord du patient. L'idéal serait de pouvoir alterner téléconsultation et consultation en présentiel en accord avec le médecin, sachant que la téléconsultation pourrait être une solution privilégiée, en particulier pour le renouvellement des ordonnances dans le cadre du suivi des maladies chroniques. Enfin, il est recommandé d'intégrer cette pratique dans un parcours de soins et une organisation territoriale avec les ressources territoriales, avec des partenaires qui se connaissent et qui connaissent le patient. Dans certains cas aussi, pour cette consultation, il faut savoir accepter l'assistance d'une tierce personne. Enfin, le lieu d'implantation d'un équipement de télésanté doit garantir l'accessibilité et la préservation de l'activité du patient, ainsi que la qualité et la sécurité des soins. Diapo suivante. Alors, pour ce qui concerne la téléexpertise, la téléassistance et la télésurveillance, j'ai regroupé ces trois pratiques parce qu'elles font tout appel à la notion de recours à un médecin expert. Je ne reviendrai pas sur les définitions, je vous les ai données en début. Les avantages sont là aussi nombreux. Bien entendu, ces trois techniques facilitent l'accès aux spécialistes, ce qui, dans le contexte actuel,
de raréfaction des moyens et des difficultés pour obtenir des rendez-vous de spécialistes est un avantage non négligeable. Elles apportent une garantie de compétence, puisqu'on a affaire à des spécialistes, et d'efficience des professionnels. Et elle est pour tous un gain de temps, et voire même un gain de chance. Et in fine, ça peut être aussi un gain économique important pour l'assurance maladie. Alors, quelles préconisations et propositions France Assistance Santé peut faire? D'abord, faire le constat que ces pratiques apportent une réelle plus-value pour l'accès à des soins de qualité. Il convient de respecter le principe que je disais tout à l'heure, d'informer le patient et de recueillir son accord, et de lui permettre d'être accompagné par une tierce personne qui peut l'assister dans ses actes de télémédecine. Enfin, il est fortement recommandé, je me répète également, d'intégrer ces pratiques dans un parcours de soins de proximité et coordonné avec le concours des professionnels de proximité, et je pense en particulier au CPTS. Diapo suivant. Alors que, en conclusion, posons-nous la question de savoir si la télésanté ou le numérique en santé peut répondre aux attentes du patient. Quelles sont les attentes du patient? Eh bien, dans un contexte d'augmentation de la demande de soins, qui est aggravé par le vieillissement de la population et le développement des maladies chroniques, et contexte également de tension, c'est un euphémisme pour dire, et ne pas employer le terme de pénurie, donc tension de l'offre de soins due à la démographie des professionnels et un défaut d'attractivité des métiers, le patient souhaite accéder aux bons soins et au bon moment. L'apport du numérique peut apporter une réelle plus-value dans l'accès aux soins. Toutefois, ça n'est pas la seule solution, ça n'est qu'un moyen. Diapo suivante. Alors, on peut se poser la question de savoir quel est l'apport de France Assos Santé en matière de numérique en santé, quelles sont ses préoccupations. Il faut savoir d'abord que France Assos Santé apporte une attention toute particulière à la télémédecine. Cette association dispose au niveau national d'un spécialiste, Arthur Dauphin en l'occurrence. Elle est régulièrement consultée par les organisations officielles, je pense à la Délégation nationale en santé, du numérique en santé. Elle mène aussi des actions de plaidoyer. Vous voyez dans le coin de la diapositive donc la photo de la couverture du manifeste qu'elle a publié à la fin de l'année dernière. Bon, l'action de France Santé est sous-tendue par un certain nombre de principes évidents, principes éthiques, d'égalité, protection de l'usager, qualité du soin. France Assos Santé s'attache particulièrement à garantir l'information du patient et l'expression de son consentement, à assurer la protection de ses données, à promouvoir une organisation de proximité territoriale et coordonnée de la e-santé et de promouvoir l'accompagnement des personnes les plus éloignées du numérique. Elle a aussi une mission d'information du public et en particulier d'acculturation. La diapo suivante nous montre le mini-guide qui a été élaboré par le groupe e-santé de la délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté de France Assos Santé. Donc, mini-guide qui est sur le site de France Assos Santé, bien entendu, et qui est régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution de la réglementation et des moyens qui sont mis en œuvre.
peut-être, j'en ai terminé, mais peut-être encore 2 mots, s'il vous voulez bien, pour vous parler de l'organisation régionale, très brièvement. Au Alors, niveau de monsieur, notre région, la politique du numérique en santé est définie par l'ARS, c'est essentiellement la direction de la stratégie au sein de l'ARS, et un comité stratégique qui a été récemment mis en place. Et elle est mise en œuvre par le GRAD, qui est le groupement régional d'aide au développement de la e-santé. Sachez enfin que les usagers sont présents dans ces différentes instances. Ça n'a pas été un moindre mal, mais une place leur a été faite, au moins à titre consultatif. Je vous remercie de votre attention. un grand merci, monsieur Flammarion. Je vais passer tout de suite la parole au docteur Janin. La transition va se faire toute seule, hein, une fois qu'on a vu un peu du côté du patient les éléments qui étaient importants pour lui dans son parcours de soins, notamment grâce au numérique en santé. Une fois qu'il arrive chez le professionnel, quelles sont les tensions éthiques que va rencontrer le professionnel, notamment au contact de ce patient qui s'est en partie déjà renseigné? Docteur Janin, la Excusez-moi. parole est à vous. Alors, juste dire que la FACS BFC, cet acronyme bizarre, ça en fait, ça regroupe la fédération des DAC. Les DAC, c'est les dispositifs d'appui à la coordination, qui correspond à cette notion de coordination que M. Flammarion a évoquée. Bon, évidemment, ce sujet est extrêmement vaste et je ne l'aborderai qu'avec quelques exemples et quelques cas pratiques qui permettront d'ouvrir un certain nombre de sujets, ouvrir un certain nombre de questions, mais sans aller du tout dans le détail puisqu'on n'a pas le temps, hein. Donc, étant professionnel médecin, j'essaierai d'être très complémentaire avec le point de vue de M. Flammarion qui a bien présenté le point de vue des usagers. Alors, la première diapo, il faut que je puisse la passer. Alors, est-ce que j'appuie comme ça? Tiens, Alors, on voit déjà voilà, votre écran, mais peut-être acte de vous pourriez connaissance, c'est le bon. mettre plus grand? Alors, je vais faire comme Madame Grenier nous a indiqué tout à l'heure. Alors, est-ce que je peux? Voilà, je vais réduire. Est-ce que ça va comme ça? Voilà. Donc d'abord, notez que l'Internet a permis un accès considérable à des connaissances autant aux personnes, aux patients, qu'aux professionnels. Et de cette façon, eh bien, ces connaissances concernent énormément de sujets, mais en particulier la santé. Donc ça permet quand même, ça a beaucoup d'avantages, ça permet aux personnes de connaître la santé et aussi, pour ceux qui sont malades, peut-être mieux comprendre leur maladie, mieux la connaître et en partie participer à leur prise en charge. C'est vraiment une dimension très importante que le patient puisse être autonome, puisse participer à ses prises en charge en collaboration avec les professionnels. Cependant, tout de suite, comme dans tous les outils, on a des bénéfices et des risques. Là, en l'occurrence, ça peut être la difficulté d'interprétation des informations techniques qui, en médecine, vous savez, sont souvent compliquées, complexes et qui peuvent présenter des difficultés pour les patients. Et aussi qu'il existe un risque d'information fausse. Il y a vraiment énormément de sites dont beaucoup ne sont pas du tout fiables. Donc, c'est quand même les deux difficultés qu'on peut pointer. Par rapport aux professionnels, donc, ils bénéficient aussi de cet accès large aux informations, puisque, bien sûr, aucun professionnel ne peut connaître toute la santé, toute la médecine, et que ces informations sont vraiment indispensables à la qualité des soins. Dans ce contexte-là, ces professionnels peuvent aider les personnes à interpréter les informations qu'ils ont recueillies sur Internet, qui sont compliquées. Et c'est un des rôles des professionnels d'aider les patients ou les personnes à interpréter. Mais alors, quelquefois, on a pu remarquer que certains professionnels peuvent être irrités. Quand le patient arrive en consultation et dit, ben voilà, j'ai regardé, j'ai des informations, je sais ce que j'ai déjà une idée du traitement, on peut comprendre que le médecin en particulier puisse être un peu irrité
puisqu'il y a toutes ces erreurs d'interprétation, ces difficultés. Mais je crois qu'il faut considérer la situation plutôt dans un sens d'ouverture, dans un sens de partage, et que c'est plus dans la contribution du patient à ses soins qu'il faut voir cette approche-là ou cet apport-là. Et ça peut aboutir à ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique entre le soignant et le patient. Et c'est vraiment dans cette dimension d'alliance qu'on a la plus grande efficacité au niveau des soins et de la prise en charge. Deuxième aspect, l'accès aux soignants. Monsieur Flammarion l'a déjà bien évoqué. Je développerai simplement 2 ou 3 points, en particulier la prise de rendez-vous. Vous savez que cette prise de rendez-vous était souvent difficile, l'accès au secrétariat était difficile, et maintenant on a un accès sur Internet aux possibilités de rendez-vous des professionnels, Doctolib ou autres, il y a plusieurs plateformes, et c'est quand même une aide, une simplification importante. Un autre aspect, c'est qu'il y a un rappel de rendez-vous qui est fait la veille ou l'avant-veille du rendez-vous, et ça évite les pertes de rendez-vous qui sont vraiment une plaie en santé. C'est une perte de temps qui est très nocive. Donc ça, c'est un outil vraiment très intéressant sur cette dimension-là de prise de rendez-vous. Autre aspect, c'est que le patient, il peut mieux connaître le système de santé, pas seulement sa santé, mais aussi tout le système, avec quels sont les professionnels, quels sont les établissements, quels sont dans mon domaine, dans mon souci, les ressources que je peux solliciter. Et il pourrait solliciter de façon plus éclairée un médecin ou un établissement, en sachant que presque toujours, il faut passer par le médecin traitant pour faire confirmer l'intérêt de cette sollicitation à des ressources particulières. Sur la télémédecine, bon, je ne vais pas insister, hein, puisque M. Flammarion en a largement parlé, autant pour la téléconsultation que pour la télésurveillance, ou télésurveillance où la participation du patient est vraiment importante. Par contre, toujours, en balance, il y a le risque. Et le risque, dans ce cas-là, M. Flammarion en a parlé également, c'est le risque de perte de contact humain. Donc, c'est vraiment des dimensions auxquelles il faut être très conscient. Et puis, souligner que maintenant, par rapport à ces risques, on a un certain nombre de précautions et de limites qui sont posées en particulier par l'État, par les agences nationales. Par exemple, pour les téléconsultations, il y a maintenant un agrément des sociétés de téléconsultation qui doit être obtenu. Et puis, il y a également un certain nombre de critères de qualité éthique des téléconsultations qui sont posés et que les utilisateurs de téléconsultation devraient employer pour garantir que ces téléconsultations aient toute la qualité requise. Voilà. Donc là, vous voyez par rapport à ces risques des progrès notables qui sont apportés. Voilà. Autre aspect de la question, tout ce qui est échange d'informations. Je rappellerai très rapidement le DMP, c'est-à-dire le dossier médical partagé, et la MSS, la messagerie sécurisée de santé, qui permettent la mise en commun d'informations, mais c'est entre les professionnels. Monsieur Flammarion a parlé du développement de ces usages qui étaient importants en établissement et qui aussi se développent beaucoup en médecine libérale. Par contre, dans la conception du DMP, c'est le patient qui doit être maître de l'accès au DMP, mais on doit constater que cette maîtrise du DMP par le patient n'est encore que très partielle et que c'est quand même un domaine dans lequel il faudra progresser pour que le patient gagne beaucoup en autonomie par rapport à sa santé, par rapport à son dossier. De la même façon, il existe une messagerie citoyenne qui est incluse dans mon espace santé, qui permet aux patients de communiquer de façon sécurisée avec ses soignants, mais c'est un outil qui est encore très peu connu, très peu utilisé, et c'est quand même sûrement un effort à faire pour gagner en sécurité et en qualité. Monsieur Flammarion a également parlé des plateformes régionales de coordination comme Ethics
en Bourgogne-Franche-Comté. Ces plateformes permettent le partage d'informations entre tous les professionnels qui s'occupent d'un patient. Actuellement, les dossiers, cela a été dit, sont séparés et le DMP et ces plateformes permettent la mise en commun des données principales de ces dossiers individuels ou de ces dossiers séparés. Et c'est là aussi un grand progrès qui permet une meilleure qualité des soins par le partage d'informations. Ce partage et ces plateformes doivent être associés à une coordination pratique clinique, en particulier par les DAC, qui, lorsqu'ils s'occupent des patients complexes où il y a beaucoup de professionnels qui interviennent dans le champ sanitaire, social et psychologique, tous ces professionnels doivent être reliés, coordonnés et pas travailler de façon individuelle. Et c'est tout ce domaine-là de la coordination qui est en jeu et qui est également intéressante et importante. Pour la diapo suivante, alors est-ce que ça peut passer? Bon, je vais essayer de commander directement comme ça. Voilà. Souligner d'autres aspects de la relation patient-professionnel qui a déjà été évoquée. La fracture numérique, elle est liée au manque de matériel et de connaissances, hein, mais signaler que si elle concerne beaucoup de personnes, il y a quand même un certain nombre de moyens de réduire cette fracture. En particulier, c'est les maisons France Santé, France Service, pardon, dans lesquelles les personnes peuvent se rendre pour avoir accès à un certain nombre d'outils numériques qui concernent la santé, mais qui concernent également les impôts et d'autres services publics. Donc, c'est quelque chose à connaître. Un aspect de la fracture qui est vraiment très particulier, mais que moi je veux signaler, c'est que l'écran de l'ordinateur, ça fait obstacle entre le soignant et le patient. Et il faut vraiment que le professionnel soit très vigilant à cette dimension et qu'à côté de tout ce qu'il peut recueillir sur informatique, il faut qu'il consacre du temps pour une relation directe, personnelle, entre lui et son patient. Cela correspond à la dimension humaine de la relation qui est indispensable et qui permet la saisie très subtile des réalités psychologiques qui se jouent entre le patient, avec le soignant et qui permet d'affiner la saisie ou la dimension de relation. D'autre part, cette relation particulière, elle permet le soutien entre le professionnel et son soignant, et ce soutien empathique qui est vraiment nécessaire et indispensable dans des situations graves. On peut parler des situations de fin de vie, on peut parler des maladies graves comme le cancer et autres, de l'annonce de diagnostics difficiles, et ça, par téléphone ou par télémédecine, c'est vraiment tout à fait difficile et réducteur. Donc il faut que les professionnels gardent un temps de contact direct, au mieux en présence, avec leurs patients. Monsieur Flammarion a également évoqué le consentement au numérique, mais moi je voulais souligner que ce consentement est tout à fait délicat parce que le numérique, c'est une dimension multiple et c'est une dimension qui est technique, qui est parfois difficile à comprendre. Donc ça implique une information très complète par le soignant au patient. Cette information existe dans les livrets d'accueil des établissements, mais cette lecture en général ne suffit pas car elle est compliquée. Elle doit être accompagnée d'explications détaillées par un professionnel. Et malheureusement, on sait bien que le temps des professionnels aujourd'hui est réduit et ce temps n'est pas toujours suffisamment pris dans la pratique. C'est quelque chose qu'il faut souligner et contre lequel on peut essayer de lutter. Dernière question posée par le numérique ou par la santé, en particulier vis-à-vis des situations, des questions éthiques, l'éco-responsabilité. De plus en plus, on se soucie de l'empreinte écologique des outils numériques.
Et vous savez qu'elle est considérable, hein. C'est même assez extraordinaire. Ça fait partie, je crois, de près de 5% de l'empreinte totale écologique de l'ensemble du système vis-à-vis de la planète. Et là, il y a des actions qui commencent. C'est-à-dire que on a des grilles d'évaluation éthique de l'éco-responsabilité avec des éco-scores qui sont définis par la DNS et qui devront être diffusés et utilisés. De même façon, les industriels sont priés d'évaluer l'empreinte écologique de leur logiciel. L'intelligence artificielle, ça a déjà été évoqué, et c'est effectivement un développement très considérable et qui mérite également une réflexion approfondie, et avec là encore des contributions de la DNS sur ce qui pourrait être les guides ou les garde-fous à la bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Et ces guides devront être connus des professionnels et utilisés. La cybersécurité, c'est également une dimension capitale pour la protection de la confidentialité. Là encore, c'est tout un champ très particulier, compliqué, avec des mesures qui doivent être appliquées par l'ensemble des utilisateurs pour que toute la confidentialité soit garantie. L'exploitation des données massives, il y en a énormément qui sont recueillies et il faut qu'elles soient exploitées, en particulier pour la recherche. Et c'est un champ qui est très intéressant pour la recherche clinique et qui peut apporter beaucoup à la recherche et à la progression des connaissances en santé. Mais là encore, il faut que ceci soit encadré et en particulier que le patient soit prévenu et donne son consentement à l'utilisation des données numériques pour la recherche. Un dernier point que je voudrais souligner, c'est que l'informatique, à côté de tous les avantages qu'il apporte, comporte un certain risque, en particulier que le comportement et la pensée des professionnels soient un peu formatés. C'est intéressant parce que l'informatique apporte de la rigueur aux professionnels et permet de recueillir des données structurées, bien organisées. Par contre, cette rigueur et cet encadrement risquent de bloquer la subjectivité et l'adaptation aux réalités complexes dans la relation avec le professionnel. C'est un petit peu ce qu'on a souligné avant, de cette attention que les professionnels doivent faire à ne pas bloquer toutes ces dimensions interhumaines de la relation. Voilà. Dernière diapo, très rapidement, c'est que devant toutes ces questions, on a un certain nombre de ressources. Donc, je vous les signale très rapidement. Les sites d'information de confiance, santé.fr, les sites du ministère de la Santé, des ARS, de la HAS et de l'assurance maladie que vous connaissez, c'est Amélie. Rappelez également tous les travaux du groupe éthique de la direction du numérique en santé, avec des productions qui sont accessibles maintenant, des grilles d'évaluation éthique de la télésanté, dont la grille de la téléconsultation, les recommandations de bonnes pratiques, l'éthique des systèmes d'information des établissements sociaux et médico-sociaux, l'éthique de l'intelligence artificielle, l'agrément des sociétés de téléconsultation, et la grille, l'éco-score dont je vous ai déjà parlé. Et puis, il y a tous les comités d'éthique. Moi, je ne citerai que les comités nationaux, le comité consultatif national d'éthique et son pendant, le comité national pilote de l'éthique en numérique, qui ont déjà produit un certain nombre d'avis que vous pourrez consulter. Je ne les cite pas tous, mais vous pourrez les consulter. Voilà. Donc, j'espère avoir pas été trop long et de pas trop répétitif par rapport à ce monsieur et laisser la place à Madame Grenier, à laquelle je laisse la parole. Merci docteur Janin. Alors effectivement, monsieur Flammarion, docteur Janin, vous avez un petit peu dépassé votre temps de parole, rien de grave. On prendra aussi le temps pour madame Grenier qu'elle puisse présenter ces éléments. Donc je préviens les personnes qui nous écoutent que probablement on dépassera de 5 minutes la fin de notre webinaire. Donc si vous pouvez rester connectés avec nous. Docteur Janin, juste une toute petite question qui a été évoquée dans le QIR que je me permets de vous poser tout de suite. Et après, madame Grenier, on passe à vous. On a une internaute qui nous demande si vous avez connaissance d'études qui ont pu être faites sur la qualité de l'alliance thérapeutique dans le cas de consultation en numérique. S'il existe des choses, si vous en avez entendu parler.
en une toute petite minute si vous avez une réponse. Et si vous avez des choses, peut-être, on les fournira après par mail aux participants. Non, je n'ai pas d'études immédiates précises. Je sais que c'est un point important, mais l'alliance thérapeutique est essentielle dans la médecine tout venant, dans les consultations courantes, mais il n'y a pas encore d'études très précises par rapport à la téléconsultation. Oui, effectivement, Ah, ça mériterait d'être étudié à l'avenir. Avis aux étudiants et aux chercheurs présents parmi nous. Merci beaucoup, docteur Janin. Je vous laisse fermer votre micro. Alors, Madame Grenier, aujourd'hui, vous êtes avec nous parce que j'ai eu l'occasion de lire un rapport que vous aviez rédigé qui abordait, qui faisait une étude prospective de à quoi pourrait ressembler notre système de santé en 2040, et notamment avec un certain nombre vous évoquiez un certain nombre de transformations de notre système de santé et de soins, avec notamment l'avènement du numérique. Alors, je n'en dis pas plus, je vous laisse un peu redétailler. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors effectivement, cette mise en relation, et je vous en vais remercier, c'est parce que donc j'avais dirigé et coécrit, voilà. Nous étions deux, j'avais dirigé un rapport sur prospective des métiers pour l'OPCO Santé, qui a dû sortir fin 2021. Il y avait une prise très, très importante de tout ce qui se passe à domicile, les acteurs du virage ambulatoire et notamment de l'accompagnement des patients, sur lequel je reviendrai. Alors, ce qui est intéressant pour l'OPCO, c'était dans l'Observatoire des métiers de l'OPCO, parce que c'est une question de métier, en fait, puisque l'OPCO finance les formations. C'était la première fois qu'ils faisaient une étude très qualitative sur quels pourraient être les nouveaux métiers que l'on va voir en nombre, bien installés d'ici une quinzaine d'années ou d'ici 20 ans, ce qui revient en même. D'habitude, ils avaient l'habitude de faire des études très pointues, quali et quantitatives sur un métier en particulier ou une profession en particulier. Donc là, on était qualitative et on avait adopté donc la méthode de la prospective, enfin une des méthodes de la prospective pour tenir ça. Alors bien sûr, autant le numérique dans toutes ses formes qui ont déjà été évoquées a une place évidemment importante. Ce qui a une place importante, et je ferai un petit point dessus parce que ça me paraît très très important, c'est ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, le savoir des patients. On parle beaucoup d'autonomie, on a beaucoup parlé de contribution des patients à. Oui, mais il peut être autonome ou il contribue parce qu'il y a des savoirs, et les savoirs, ça se construit et ça se légitime. Voilà. Et notre système de santé va vers ça, hein, pour toutes les raisons qui ont été expliquées précédemment, mais finalement, on n'aborde jamais trop cette notion. Et puis, avec la précédente intervention, je reviendrai sur la question de l'éco-responsabilité que j'ai élargie avec les ODD, comme on dit, de l'ONU. Alors, là, quelques transparents très rapides. Alors, si le PowerPoint est diffusé, vous pourrez lire si cela vous intéresse, hein. Bon, des études multiples, j'en ai pris une qui montre bien, et c'est pas la seule, et c'est pas le seul secteur de la santé au sens large où ça se repère. Le numérique, dans toutes ses formes, a un vrai potentiel pour libérer du temps, hein. On ne fait plus des tâches, voilà. Et notamment pour libérer du temps dans les activités dites intellectuelles. C'est ça la nouveauté par rapport aux précédentes transformations technologiques, hein. Par exemple, le Fordisme au début du XXe siècle. Oui, on a produit un peu de managers et un peu d'ingénieurs sur les chaînes de production, mais c'était surtout tous les salariés sur les chaînes de production qui étaient, et les logisticiens qui étaient concernés. Là, pour la première fois, c'est potentiellement libérable de temps et ça touche les professions alors dites intellectuelles, hein. Bon, voilà, je fais à gros traits dans le temps imparti. Donc, ça veut dire, alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut regarder ça de manière positive. Ça veut dire que ça libère du temps. Pourquoi? Ben, pour ce qu'on a dit, pour ce que je vais rajouter, mais c'est important, ça peut libérer du temps si c'est un choix de politique publique, si c'est un choix de stratégie des opérateurs en termes de qualité et de relations patients, ça peut libérer du temps pour avoir une vraie relation de face à face, de proximité, personnalisée avec le patient. Voilà. Tout comme ça peut libérer du temps et donc diminuer une masse salariale pour accroître quelques bénéfices. Ça, c'est des choix de politique publique très macro ou des choix de stratégie
de structure. Voilà. Mais en tout cas, si on veut être positif, ça libère du temps pour réinvestir sur la relation de patient, dont on a bien dit qu'elle était essentielle, mais quand même très, très potentiellement difficile de plus en plus à tenir. Ça peut libérer aussi du temps pour la formation. Parce que tout ça, c'est formidable, mais ce n'est pas en bidouillant avec un petit peu de ChatGPT, en lisant un manuel, qu'on pourra acquérir toutes ces compétences. Et évidemment, le médecin, le professionnel de santé, il ne va pas utiliser l'IA pour traiter les données. Donc, ça va libérer du temps pour former des spécialistes de ces traitements de données en santé, qui n'est pas la même chose que le traitement de données dans le secteur bancaire ou dans d'autres secteurs économiques. Et ça va libérer du temps pour si on est positif, pour la formation, pour apprendre ce dialogue entre ces professionnels de santé qui vont rester sur leur cœur de métier, comprendre, analyser, diagnostiquer, proposer un protocole, comprendre les problèmes d'observance, comprendre les problèmes d'adhérence, accompagner le patient, accompagner la maladie, et puis la famille, les aidants. Mais voilà, là, il reste sur son cœur de métier, mais en même temps, il faudra qu'il dialogue avec les spécialistes de tous ces systèmes à base de données. Parce que finalement, le numérique, on l'oublie un peu trop, mais et ChatGPT en particulier, ce n'est qu'un outil d'aide à la décision. Voilà. Hein, quand on parlait d'uniformisation tout à l'heure, effectivement, il faut bien... Il va peut-être très, très proche vers la décision. On a l'impression qu'il nous écrit une décision. Non, d'un point de vue éthique, hein, puisque là, on est sur des espaces éthiques. D'un point de vue éthique, il faut toujours garder à l'esprit qu'il ne doit rester qu'un outil d'aide à la décision, d'aide au diagnostic, d'aide à la prescription, d'une manière générale. Autre étude, et je ne vais pas aller plus loin, c'est toutes les ambivalences de ces innovations en santé où on a des potentiels très magnifiques et puis on a la peur, enfin c'est ce qui existe déjà, hein, la crainte de ce qu'on appelle une gouvernance par les plateformes, hein, que ce soit les patients, que ce soit les professionnels aussi, les ressources humaines. Alors, ce rapport OPCO, qu'est-ce qu'il disait? Donc, on avait fait, comme toute démarche prospective, 3 ou 4 grandes phases. Hein. On avait regardé par une vaste collecte de données, c'est-à-dire des rapports, de la production académique et de la production qu'on appelle grise, hein, des rapports, des études, d'associations, du gouvernement, de fédérations, en France et ailleurs. Et on avait digéré tout ça pour mettre en évidence ou des facteurs de tendance ou des facteurs de disruption et autour de ces thématiques-là. Hein. L'innovation médicale et technologique et l'innovation sociale et managériale, hein, il faut gérer tout ça différemment. La question de la démographie, la régulation, la question du comportement des acteurs, hein, de leur attente en termes on pourrait dire maintenant, de bien-être au travail ou de sens au travail. Et puis les patients. Et donc, l'enjeu, c'était de comprendre possiblement des nouveaux métiers, qui ne sont pas surprenants, hein, mais enfin qu'il faut pousser en particulier. Voilà, c'était surtout ça. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis en évidence? Je vous fais une rapide synthèse. Alors, je ne sais pas si ça se voit, j'ai mis en bleu ou en violet, ce qui pourrait être peut-être le plus important. Alors, il y a des facteurs de tendance, puis des facteurs de disruption, et bon. Et comment ça deviendra? C'est des choix ou des hasards divers, mais c'est aussi des choix à tout niveau. Alors, quand même, ce qui marque, et alors après, on avait fait toute cette analyse de données, on avait réuni des experts dans des séances de brainstorming, d'échanges, etc., pour confronter les points de vue. Et puis, on était arrivé à les facteurs des scénarios qu'on avait après approfondis pour sortir des métiers possibles qui, à nouveau, étaient mis en consultation avec les experts. Voilà, donc il y avait beaucoup de phases comme ça, d'études, de discussions et de mise en débat. Donc, ce qui ressortait, c'était l'idée qu'on va plutôt sur la fin de l'hôpitalocentrisme. Mais pour beaucoup de raisons. Alors, ça peut être c'est pas uniquement une décision de politique publique, ou pas directement. C'est-à-dire, pas la politique publique qui va dire « je ne veux plus de grands CHU ». Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais c'est une politique publique qui va accompagner tout le virage ambulatoire de manière massive, qui va accompagner les logements alternatifs, qui va accompagner toutes les plateformes de coordination, les DAC, les PTO,
PCPO, PCE, enfin bon, voilà, il y en a beaucoup dans le champ, PCO, etc. Et qui va aussi certainement accompagner de trouver une place, je dirais, en termes de qualité de soins et une place managériale aussi, aux hôpitaux qu'on appelle un peu de proximité. Voilà, pas dire petits hôpitaux, bon, peu importe, mais aux hôpitaux de proximité qui d'ailleurs bien souvent sont entre le soin et le médico-social et sont très liés avec l'ambulatoire et avec le domicile. Voilà, donc toutes ces raisons expliquent une fin d'hospitalo-centrisme. Également, les évolutions technologiques qui vont faire que on n'est plus obligé, même pour des opérations qui seront de plus en plus importantes, entre guillemets, on n'est plus obligé de rester un certain nombre de jours à l'hôpital, on pourra très vite y entrer et en sortir, voire avoir par de la robotique à distance et mobile, faire des petites interventions chirurgicales, alors peut-être pas au domicile, mais dans des centres spécialisés, des MSP, voilà, par exemple. Alors, ça, c'était très, très important parce que ça rejoint le numérique, parce que tout ça, il faut le coordonner, quoi. Il faut le coordonner, il faut échanger des données, des informations et se comprendre et partager une même vision de pourquoi on est là tous ensemble sur un territoire. Rapidement, d'autres points importants, c'est quand même plutôt des questions de précarité qui vont arriver, précarité sociale, précarité économique, précarité culturelle, précarité face aux incertitudes aussi. Bon, le Covid-19, bon, tout le monde savait qu'un jour, le Covid, enfin, une pandémie comme ça allait arriver, volontaire ou pas volontaire, ça on le savait, personne n'était prêt, on ne savait pas que ça allait nous arriver fin ou maintenant 2009. Voilà, bon, et ça peut revenir avec le réchauffement climatique, etc. Parce que cette précarité, c'est du réchauffement climatique aussi. Moi, j'ai des étudiantes qui travaillent sur l'éco-anxiété. Donc, des anxiétés croissantes face au changement climatique et à tout ce qu'on entend maintenant. Et ce sont des situations pathologiques sur lesquelles on ne sait pas très bien faire pour l'instant. Bon, vieillissement de la population, je n'en parle pas évidemment. Et puis, un élargissement des socles de connaissances sur lequel je reviendrai largement. Alors, qu'est-ce que je peux dire rapidement sur ce rapport prospectif des métiers? 2-3 choses, parce que je voudrais parler des autres points que je vous ai annoncés. 2-3 choses très, très importantes. Alors, pour ceux qui voudront lire, j'ai la série de tous les métiers qu'on propose, divers et variés, sur le numérique, sur l'accompagnement, sur l'éthique et sur, évidemment, la question du management de toutes ces organisations et de toutes ces coordinations. Je ne vais surtout pas le détailler, parce qu'il y a 40 pages à peu près dans le rapport, donc ceux qui sont intéressants pour le lire. Ce qu'il faut retenir, c'est, premier point, parce que ça a une importance sur les compétences et ça a une importance sur la formation, c'est-à-dire accompagner au changement de tous ces professionnels, mais aussi peut-être des patients d'ailleurs. C'est dans la manière d'exercer le métier. Il faut un métier qui soit de plus en plus, un métier, une fonction, une profession, de plus en plus réflexive, et de plus en plus orienté sur l'engagement envers les autres professionnels et l'engagement envers le patient, qui est de l'éthique, qui est de la valeur là-dessus. Et pas un métier que l'on va exercer par des procédures et grâce à des procédures, et on connaît très bien les dégâts que font le pilotage par la procédure, mais malgré ça, c'est toujours un pilotage par la procédure qu'on a malgré tout. Et puis enfin, c'est un métier que l'on va exercer de plus en plus, bien évidemment, sur une spécialité particulière qui sera son cœur de métier, mais sur lequel il faudra adjoindre des blocs de connaissances pour savoir ce qui se passe en amont et ce qui se passe en aval. C'est-à-dire que chaque métier, dans chaque formation, alors très variable évidemment selon les niveaux de formation, les métiers, etc., il faudra que ça soit fait dans des logiques de parcours. Mais quel parcours? Le parcours de soins, le parcours de santé et surtout le parcours de vie. Le parcours de vie. Voilà, donc sur lequel on peut inclure l'entourage immédiat et sur lequel on peut inclure la promotion, enfin la prévention et surtout la promotion et la responsabilité populationnelle. Voilà, toutes ces nouvelles approches d'organisation du système de santé qu'on a du mal quand même à mettre en place. Voilà, pour des raisons variées.
Voilà, donc j'avais retenu quelques points importants sur ces évolutions de métier. Je pense que j'ai à peu près tout dit, mais je pourrais revenir dessus. Un autre point qui résume un peu ça, c'est que plus on va avoir des métiers très spécialisés sur la technologie et sur le numérique, et plus on aura des relations par le numérique, parce que ça offre des avantages considérables, mais plus dans le même temps, il faut être capable d'équilibrer ça par de la relation de proximité, par du face-à-face et par de l'accompagnement. Parce que les maladies chroniques, c'est tout au long d'une vie. Le handicap vieillissant, c'est tout au long d'une vie. Le vieillissement peut durer longtemps aussi, même si ça dure que 5 à 10 ans. Ça fait 5 à 10 ans qu'il vaut mieux passer au mieux qu'en souffrance pour tout le monde. Voilà, donc c'est un peu cet équilibre-là. Il ne s'agit surtout pas de penser le numérique comme une substitution. Et c'est là où je disais, ça libère du temps, mais ça libère du temps à ce profil-là. Et ça, c'est vraiment ressorti très fort chez les experts, voilà, qui voulaient promouvoir évidemment cette vision-là, qui me convenait bien, donc que j'ai reprise. Alors, quelques mots, 2 petits mots pour terminer. On a parlé beaucoup du patient. Merci sur la première intervention, parce que le patient, au concret, il est quand même assez oublié et on le voit peu dans des instances de décision, de concertation, de co-conception de ce que l'on veut faire. Il y a un modèle que j'aime beaucoup, c'est pas de moi, c'est ce qu'on appelle le modèle de Montréal. C'est avec des chercheurs et des professionnels, voilà, que si on s'intéresse à ces questions-là, que tout le monde connaît, et qu'on dit, voilà, quand on veut associer le patient à une décision, que ça soit une décision de gouvernance ou que ça soit une décision dans ce dit colloque singulier sur son parcours de soins, comment on l'associe? Mais en fait, il y a plusieurs niveaux. Et moi, je donne beaucoup ça à tous les professionnels que je forme. Vous me parlez de patients, vous collaborez avec le patient, mais en réalité, vous en êtes où? Mais ils sont plutôt sur la gauche, enfin moi je vois sur la gauche, information, consultation, que vraiment le vrai partenariat. Donc, on voit passer maintenant des appels à projets, on voit un petit peu en ligne ces idées-là sur le fait de dire comment vous allez mettre en place des gouvernances qui soient en partenariat avec le patient. Et le partenariat, c'est il décide au même titre que. Alors, il décide au même titre que parce qu'il a des savoirs expérientiels. Donc là, je vous ai donné un schéma très particulier, mais bon, qui est une expérimentation qui est conduite au niveau national, dans 2 régions, enfin, portée au niveau national, beaucoup de monde, du champ du handicap, enfin, un peu tout le monde, du ministère aux fédérations, etc., qui est expérimentée pour l'instant sur 2 régions, qui commence à se déployer ailleurs. Et j'ai eu le plaisir et le grand bonheur d'en faire l'évaluation avec une autre collègue. Et EPOP, c'est vraiment ce qu'on peut. L'objectif de EPOP, c'est comment soutenir la construction des savoirs expérientiels pour que, alors, ces personnes en situation de handicap, mais le patient d'une manière générale ou l'usager, c'est la même chose, puisse vraiment y apporter une contribution. Et apporter une contribution, on voit que le pair accompagnement, l'usage, ce recours au savoir expérientiel, c'est pas qu'un j'aime, pour ceux qui sont un peu spécialistes du handicap, les groupes d'entraide mutuelle, c'est pas que de la paire aidance, c'est toutes ces possibilités d'intervention. Voilà, et c'est ça, c'est aussi notre façon de voir le patient partenaire. Vous voyez, c'est pas que le colloque singulier. Et enfin, dernier point pour terminer, j'étais un peu vite, mais bon, j'avais des contraintes de temps à la fin. Je rebondis effectivement sur ce qu'a dit un précédent intervenant sur l'éco-responsabilité. Oui, bien évidemment, mais moi j'élargis ça à quelque chose de beaucoup plus important, qui est l'éco-durabilité. Alors après, bon, c'est une question de mots, mais l'éco-durabilité, c'est l'idée de, effectivement, alors c'était le thème des innovations, lorsqu'on veut innover, lorsqu'on va implémenter quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau bâtiment, ça peut être du numérique, ça peut être un dispositif de coordination, ça peut être un nouveau métier. Enfin, voilà. Bon, voilà, les exemples peuvent être très, très vagues. Est-ce qu'il est éco-durable? Quel est son degré? Alors, ce qu'appelle cette équipe de chercheurs et de professionnels canadiens, Infieri, je vous ai mis les coordonnées, une innovation responsable en santé. Et ça va bien plus loin, évidemment, que l'éco-responsabilité. On est plutôt proche de ces fameux 17 ou tendre vers les 17
objectifs de développement durable, hein, les OOD, hein, les 17 objectifs de ODD, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Hein, et donc, vous voyez les critères. Hein, voilà, je vous les laisse voilà, lire. Il y a la question de la pertinence, il y a la question de la réduction des inégalités sociales de santé, il y a la question de l'inclusivité. Hein. Est-ce que ces nouveaux traitements ne sont pas réservés à des happy few patients? Et le commun des mortels, à quel type de traitement moins performant aura-t-il accès? Voilà, c'est ce genre de questions. Et puis, on a des questions plus traditionnelles, des items, des critères plus traditionnels en termes de frugalité. Je pourrais dire aussi d'innovation circulaire. Hein, c'est les nouveaux modèles pour faire de l'innovation circulaire, de l'innovation frugale. Et puis, il y a cette idée d'éco-responsabilité, mais qui est vraiment comment j'ai une innovation responsable en santé, durable en santé, pour l'ensemble des parties prenantes concernées. Hein, de l'amont à l'aval d'un parcours, je dirais, et puis en épaisseur du professionnel à les différentes structures, à, on va dire, une ARS. Quoi. Voilà. Voilà. Et je trouve que c'est un... Donc moi, pareil, pour terminer, je faisais souvent réfléchir en formation. Bon, ces fameux professionnels que je formais sur des cours d'innovation, des interventions sur l'innovation, et j'ai faisais un peu réfléchir là-dessus pour voir un petit peu différemment cette question de la responsabilité, voilà, et qui dépasse, voilà, qui dépasse largement l'électronisme, par exemple, ou voilà. Voilà. Je trouve qu'il est assez complet, quoi. Voilà. C'est un modèle, c'est pas le mien, c'est ceux des Canadiens, donc je peux le dire. Et je le trouve assez pertinent, au moins pour créer du dialogue et créer du débat et questionner ces questions d'éthique en santé, quoi. Voilà, parce que je pense que c'est, d'une manière générale, ce qui vous anime tous. Merci. Merci beaucoup, Madame Grenier, pour ce temps de parole. Pour conclure, l'e-santé, combien elle nous apporte des problématiques éthiques ou transforme notre monde du soin. L'e-santé peut nous permettre de retrouver du temps de soins et peut nous permettre aussi une plus grande justice sociale en termes d'accès aux soins. Tout ceci dépend d'un certain nombre de paramètres dont nos différents intervenants ont pu parler. Au niveau du patient, il y a un énorme enjeu de prise de pouvoir sur son dossier, les connaissances qu'il acquiert au fur et à mesure du temps sur sa maladie, sur son parcours. Au niveau du professionnel, une transformation des métiers est vraiment à l'œuvre, est nécessaire. Une réflexion sur les métiers, dans la manière dont ils pratiquent leur métier et qui sont amenés à évoluer avec cet apport du numérique. Et dans la mesure où c'est vraiment une volonté politique, chaque professionnel a intérêt à chercher autant que possible le positif dedans pour que ça lui rapporte du temps de soins. Parce qu'au final, c'est ça ce que nous voulons dans notre parcours de patient, dans notre travail professionnel, c'est d'avoir ce temps disponible pour le soin, pour la santé.